Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien en ce lundi. Et oui, pas de journée de repos, on poursuit un jour de plus ce Tour de France et cette première semaine avec l'étape numéro 10, le Massif central, c'est-à-dire de la difficulté, des routes qui n'en rentrent pas, de la chaleur, enfin voilà, c'est le Massif central, c'est-à-dire ça peut être très vite un enfer. Du côté de ce type de journée. Alors bien entendu, comme d'habitude, on va parler du parcours, le tourisme, les spécialités gastronomiques qui ne sont pas vraiment légères dans la région. On parlera également des favoris et de ma stratégie pour cette étape. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris et votre grosse cote pour cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. On commence, et puis je remercie les gens qui font l'effort de rajouter la petite cloche ou de faire un super thanks. Étape numéro 10, enfin du spectacle. Enfin du spectacle après 2 jours qui normalement n'auront pas été extrêmement passionnants. L'étape de Laval et l'étape de Châteauroux. On a enfin un peu de spectacle avec une étape toujours particulière pour les coureurs français. Le 14 juillet, le jour de la fête nationale. Et oui, ce soir, il y aura peut-être quelques feux d'artifice, même si avec les risques de sécheresse dans pas mal d'endroits, ils ont été annulés. Mais on va avoir une journée de spectacle. Pourquoi ? On a tout ce qui fait normalement le sel du cyclisme moderne. Des côtes, mais pas les plus dures de la journée. Une journée avec déjà des coureurs qui sont pas mal fatigués, pas mal d'enchaînements de bosses, assez peu de temps de répit. Une étape qui est quand même pas extrêmement longue, 166 km, mais avec pas mal de dénivelé et pas mal de petites difficultés au programme, avec parfois des bons petits pourcentages. Et en plus, cette étape, elle arrive au bout de 10 jours de course, c'est-à-dire une journée de plus que d'habitude. Donc de la fatigue supplémentaire, surtout qu'on a eu certes 2 journées peut-être un petit peu calmes, mais le reste du Tour de France, jusqu'à l'étape de Mur de Bretagne, on était quand même à 45 de moyenne. C'est-à-dire plus rapide que la moyenne d'habituel du Tour de France, donc c'est-à-dire qu'on a roulé très vite. Et forcément, ça engendre de la fatigue du côté des coureurs. Donc typiquement une étape spectacle comme on le disait, le massif central, bien entendu les caractéristiques du massif central, j'ai envie de dire toujours peu de rendement sur les routes, hein. C'est vrai qu'on a un goudron qui est souvent qui accroche la roue des coureurs, de la chaleur parce qu'on n'est jamais très haut en altitude, donc contrairement dans les Alpes où certes il peut faire 30 au pied, mais quand on passe 1800 mètres il va faire peut-être plus que 18 degrés, ce qui permet de refroidir un petit peu, et puis vous avez de longues descentes. Là, on n'a pas les longues descentes. C'est-à-dire qu'on enchaîne les efforts assez régulièrement, et quand il fait 30 degrés, il fait très chaud dans ce coin-là de la France, parce qu'il y a souvent assez peu d'air. Alors même si là, on aura un petit peu de vent du côté du parcours. Et puis oui, on aura des coureurs fatigués. Premièrement, parce que il faut quand même le dire, hein, on a eu un peu de course sur cette première semaine. Deuxièmement, les temps de transfert. Les temps de transfert qui auront été affreusement longs sur cette première semaine. Et avant même le départ de cette étape, parce que je rappelle qu'on arrive la veille de Châteauroux, et qu'il faut partir à Eneza, qui est un petit peu au-dessus de Clermont-Ferrand. Donc autant vous dire que soit on décide de dormir à Clermont-Ferrand, mais dormir à Clermont-Ferrand impose au moins 2 heures de route depuis Châteauroux, même s'il y a l'autoroute. 2 heures de route, c'est pas anodin, parce qu'il faut déjà récupérer la 71. C'est vrai que de Châteauroux, il faut déjà aller jusqu'à Bourges pour récupérer la 71, donc ça prend 45 minutes, 1 heure, ou la récupérer un petit peu plus bas. Puis ensuite, il faut descendre jusqu'à Clermont-Ferrand, et en gros, vous en avez pour 1h30 encore, donc ça fait au moins 2 heures, voire plus, de temps de trajet. Et puis ça veut dire que demain matin, il y aura quand même un petit peu de temps de trajet, parce que Clermont-Ferrand et Neuza, certes, il n'y a pas beaucoup de kilomètres à vol d'oiseau, mais les routes tournicotent pas mal, donc en bus, ça va être un petit peu compliqué. Donc oui, ce temps de transfert, il faut le prendre en compte, parce que sur cette première semaine, et notamment sur les derniers jours, on en a eu pas mal.
Et puis on va avoir aussi sur cette étape des paysages magnifiques, hein. Ça c'est vrai que le Massif central, les volcans d'Auvergne, enfin voilà, on le sait, on est dans des coins qui sont magnifiques en termes de paysage. Puis il faudra faire attention en cas de chaleur, ça peut être une étape terrible, je disais, pour les coureurs, mais également au niveau du goudron qui peut chauffer très rapidement et ça peut le rendre liquide dans certaines zones. Alors c'est vrai que normalement depuis 2003 quand même ASO a beaucoup progressé dans la manière de stabiliser le goudron en l'humidifiant. En fait, on fait maintenant un mélange d'eau et de chaud, ce qui donne la route un effet très blanc sur les étapes de forte chaleur. On a eu certains passages du côté de l'étape de Châteauroux où on avait mis du blanc, enfin ce mélange-là sur la route pour stabiliser la route et éviter qu'elle fonde, pour éviter les chutes comme Joseba Bellocchi en 2003, qui était due notamment au goudron fondu. Du côté de cette journée, dénivelé positif, 4346 mètres, ce qui est énorme pour une étape comme ça de moyenne montagne. C'est l'étape vallonnée la plus dure, 4e dans ce classement des étapes, c'est-à-dire qu'au-delà, ce sont des très grosses étapes de montagne. Au niveau du classement de la montagne, 32 points à récupérer au maximum. Et du côté du classement du sprint, eh bien, on aura 40 points à récupérer, c'est-à-dire 20 points au sprint intermédiaire, et si je ne me trompe pas, 20 points à l'arrivée, mais vous savez que des fois je me trompe au niveau des points, donc je vais vérifier cela tout de suite. Du côté de cette étape 10, les enjeux sportifs, oui c'est ça, hein, 20 points au départ, 20 points à l'arrivée, sachant qu'il y aura des points pour le classement de la montagne à l'arrivée également. On regarde tout de suite la carte de cette journée. On part donc de Eneza pour aller au Mont d'Or, Super Sancy. 166 km ponctués par de nombreuses côtes. On a une côte de 3e catégorie, 2, 4, 6, 7 côtes de 2e catégorie. Un sprint intermédiaire qui arrive assez vite dans cette étape. Début de journée, eh bien ça commence d'entrée avec la côte de Loubera. Côte de Loubera de 4 km 2 à 6,1% de moyenne. Et surtout, les premiers 600 mètres sont à 12,8%. On regarde un petit peu le détail de cette montée. Donc vous voyez, hein, ces 900 premiers mètres à 10%. Et puis ensuite, ça devient de plus en plus facile lorsqu'on arrive sur le sommet. C'est entre une 2e et une 3e catégorie. Je pense que c'est 2e catégorie parce que voilà, vous avez ce premier kilomètre très difficile. On ne redescend pas tout de suite. On aura un plateau au sommet de la côte de Loubera. Donc là, l'échappée, je pense, ne sera pas encore sortie et ça risque de relancer pas mal. Et puis on passera à Volvic. Volvic, où ça sera le pied d'une côte qui n'est pas au classement de la montagne, la côte de Tourtoul, 3 km 9 à 6,2 de moyenne, que l'on aurait pu mettre au niveau du classement de la montagne. Je trouve que voilà, on aurait pu la mettre celle-là, la côte de Tourtoul. Et puis ensuite, on aura la montée de Chanat-la-Moutère, 2 km 2 à 5,7 de moyenne. On redescend vers Durtol et surtout vers Clermont-Ferrand. Toujours faire attention dans les traversées de ville. Derrière la Clermont-Ferrand, on va enchaîner pas mal pendant une grosse heure de course où on aura l'enchaînement côte de la Baraque, côte de Charade et côte de Berzé. On commence avec la côte de la Baraque au kilomètre 54. Côte de la Baraque, vous voyez, 1 km à 8,6% de moyenne, une moyenne à 7,3 sur toute cette difficulté. Donc ça reste quand même très régulier avec un petit peu de pente tout du long. La côte de Charade qui arrive juste après. Côte de Charade, une chouille plus longue mais avec moins de pourcentage max. Le kilomètre maximum, il est entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4 à 7,9 de moyenne et un petit peu moins de pente moyenne. Et puis on continue avec la côte de Berzé. Elle est beaucoup plus courte cette côte de Berzé, mais vous avez beaucoup plus de pourcentage, notamment 9,4%. Sur 700 mètres de pourcentage max sur 700 mètres et puis sinon 8,3, 7,9. Vous voyez qu'on dépasse assez largement les 8% au kilomètre. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Et puis ensuite, ça va un peu se calmer après ce kilomètre 78,5. On aura des zones, toujours des routes en prise, mais un peu moins de grosses montées. Et il faudra attendre le kilomètre 115,5, c'est-à-dire à 50 km de l'arrivée,
pour avoir l'enchaînement col de Guéry, col de la Croix-Moran. Alors ce col de Guéry, on va le regarder tout de suite. Pas très dur, il est à la limite entre le deuxième et la troisième catégorie pour moi, hein, ce col de Guéry. Il sera haut en altitude par contre, enfin haut pour du Massif Central on va dire, 1265 mètres avec 700 mètres pardon, à 8,3%. On redescend vers le col de la Croix-Moran. Bon là vous voyez c'est extrêmement rectiligne, extrêmement régulier pardon, plus que rectiligne, et ça nous permet de monter quasiment à 1400 mètres d'altitude. Ça sera le sommet de la journée, ce col de la Croix-Moran à 1389 mètres d'altitude. On redescend vers Chambon-sur-Lac, mais vous voyez quand même qu'à partir de la côte de Berzé, eh bien on redescend assez rarement sous les 800 mètres d'altitude. Donc on sera toujours sur un plateau. Et puis on attaquera la fin d'étape, c'est-à-dire le col de la Croix-Robert, 5 km 1 à 6,3 de moyenne. Ce col de la Croix-Robert, on le regarde tout de suite. Le col de la Croix-Robert, il est ici, pardon. C'est pas la côte la plus dure de la journée. C'est régulier, hein, mais c'est pas la côte la plus dure. Mais en fait, c'est l'enchaînement col de la Croix-Robert et la côte du Mont d'Or Super Sancy qui va faire la difficulté parce qu'on termine donc par ce Mont d'Or. On le regarde tout de suite, ce Mont d'Or puis de Sancy, 3 km 3 à 7,8 de moyenne. Et vous voyez, eh bien, vous avez 700 mètres à 8,9%, enchaîné à 700 mètres à 8,2%. Donc pendant 1 km 4, on va être au-delà de 8% de moyenne. Et ça, c'est à prendre en compte sur cette dernière côte de la journée. Et puis on aura pris quand même plus de 4000 mètres de dénivelé positif dans l'étape. Donc il y aura peut-être un petit peu de fatigue du côté des coureurs, surtout sur seulement 166 km. Le final, donc on va commencer par la descente du col de la Croix de Saint-Robert. Vous voyez cette descente, pas mal d'épingles hein, ici, donc il faudra faire attention. Et une épingle là, aux 5000 mètres. Ensuite, on réattaque la dernière difficulté du jour. Il y aura une traversée de village assez technique. La traversée du village du Mont d'Or et puis ensuite eh bien, on démarrera la montée vers le puits de Sancy. Voilà. Et vous voyez que là c'est très rectiligne pour aller jusqu'au puits de Sancy. À partir des 3 derniers kilomètres on voit le sommet très vite et ça c'est à prendre en compte également, même si le dernier virage est à 110 mètres de l'arrivée, mais vous voyez qu'auparavant assez peu de courbes du côté de ce puits de Sancy pour la dernière difficulté du jour de cette étape. On regarde la carte, vous voyez, c'est assez simple, on va dire plein sud entre Eneza et le Mont d'Or. Il y aura juste cette portion là où on ira plutôt plein ouest, voilà, du côté de la carte de cette journée, et on tourne voilà, au tout début d'étape, vous voyez, Eneza, on tourne pas très loin de la banlieue de Clermont-Ferrand. Donc c'est vrai que c'est toujours assez particulier, hein, cette banlieue de Clermont-Ferrand qu'on retrouvera sur le Tour de France Femmes. Voilà, cette banlieue de Clermont-Ferrand. On passe tout de suite au tourisme du côté de cette étape. Eh bien, on regarde tout de suite le tourisme de la région et on commence du côté de Eneza, avec eh bien, sa collégiale Saint-Victor et Sainte-Couronne. Elle date du 11e et du 13e, enfin jusqu'au 13e siècle. Style roman et gothique. Alors elles ont été érigées grâce aux dons d'Henri II d'Angleterre et de Philippe Auguste. À l'origine de style roman, elles vont connaître une transformation au XIIIe siècle, mais uniquement sur le chœur et la nef. Et aujourd'hui, il est possible d'admirer un lutrin à l'intérieur à 2 aigles affrontés en bois sculpté. Voilà. Et vous avez également des peintures murales qui représentent le jugement dernier et les 3 morts et les 3 vifs. Voilà, du côté de cette collégiale, monument historique depuis 1840. Et puis vous avez également du côté de cette commune à Eneza, la nécropole dite le champ des Juifs. Alors, c'est pas une nécropole qui date de la Seconde Guerre mondiale, hein, je le précise, elle date de 1263. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en 1992,
eh bien, il y a un projet de lotissement. Voilà, on veut agrandir un petit peu la banlieue de Clermont-Ferrand. Voilà, vous avez pas mal d'entreprises dans Clermont-Ferrand, sauf qu'il faut habiter. Et il y a de moins en moins de place dans Clermont-Ferrand, donc on s'agrandit forcément dans les villes à côté et dans la banlieue qui se situe à une demi-heure, 45 minutes de la commune. Et on va donc commencer à creuser et on va faire une fouille archéologique parce qu'on va s'apercevoir d'un cimetière et d'identifier une communauté juive de 200 personnes qui ont vécu dans le village pendant 250 ans. Alors on savait qu'il y avait une communauté juive à partir de 1263, mais on ne savait pas ce qu'elle était devenue. Donc vous avez des stèles funéraires qui étant encore visibles au XVIIe siècle. Alors le nombre total de sépultures est estimé à environ 700. Et donc la présence de grandes sculptures, structures fossoyées a été reconnue. Voilà, donc c'était un site funéraire important. Alors il faut savoir que c'est une propriété privée, que ça ne se visite pas, hein, cette nécropole dit le champ des Juifs du côté d'Enneza. On poursuit après Enneza, on va du côté de Châtel-Guyon. Châtel-Guyon, connu pour ses thermes du côté de cette commune, notamment les grands thermes que vous voyez ici, de 1908. C'est un style art nouveau. L'édifice présente une façade qui s'inspire des architectures antiques et romanes. Établissement thermal de première classe pendant presque 100 ans, il est désaffecté depuis 2004 et fait l'objet de visites touristiques parce que c'est l'un des plus beaux établissements thermaux de France. Alors il faut savoir qu'il y a quand même encore de l'eau, hein. On peut encore faire des cures thermales du côté de Châtel-Guyon. Il y a également un casino-théâtre très joli du côté de Châtel-Guyon. Qui ressemble quand même, vous avez les lettres rouges un petit peu comme à l'Olympia, voilà, du côté du casino. On poursuit du côté de cette étape et on va pas très loin du côté de Loubera avec un château à Loubera, un château qui date de l'époque médiévale et de l'époque classique. Donc c'est un château qui date du XIe siècle. Alors les travaux vont durer pendant 68 ans. C'est l'un des plus impressionnants à l'époque du comité de la seigneurie de Châtel-Guyon et il ne va subir aucune modification jusqu'au XVIIe siècle où Louis XIV doit se rendre à Chazeron. Et pour décorer le marquis François de Monestet de Chazeron en remerciement de ses faits de guerre. Et pour accueillir le roi, le marquis va commander une transformation de château médiéval en résidence, comme du côté de Versailles. Malheureusement, le marquis va mourir avant la fin des travaux. Il sera décoré à titre posthume par le roi Solaire. Et le château va devenir une école de formation de cavalerie d'élite. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, le château va servir de prison d'État au régime de Vichy pour interner ceux que le maréchal Pétain considérait comme responsables de la défaite de 1940. Et le 6 septembre, vous allez avoir Édouard Daladier, Georges Mandel, Léon Blum qui vont être emprisonnés dans le château jusqu'à la mi-novembre 1940. Du côté de ce lieu. On poursuit bien entendu juste à côté, hein. On est toujours sur le début d'étape, très riche, ce début d'étape avec la ville de Volvic. Alors bien entendu, Volvic c'est connu pour son eau. L'eau en bouteille commercialisée depuis 1935 et qui appartient à Danone depuis 1992. Donc là, voilà, l'eau de la marque Volvic est emblématique de la région, mais vous avez également la pierre de Volvic. Ça, on la connaît peut-être un peu moins, la pierre de Volvic. Une roche volcanique qui va être utilisée pour les constructions, notamment dans les environs de Clermont-Ferrand et de Riom. Elle provient d'une très grande partie d'une carrière située à proximité de Volvic. Voilà, elle provient de coulées de lave du puits
de la Nugère. Et c'est une pierre de couleur grise avec de nombreuses petites bulles. Elle résiste au gel et aux produits chimiques. Et elle présente un faible coefficient de dilatation, ce qui fait un matériau très intéressant pour la construction, bien entendu. Et puis vous avez un château également du côté de Volvic, avec un musée à l'intérieur, qui est un musée d'art, le musée Sahu. Voilà, et qui se spécialise dans la pierre de Volvic et la lave émaillée, voilà. En fait, il s'appelle le musée Sahu parce que c'est la collection personnelle de Marcel et Yvonne Sahu qui a permis de faire ce musée. Alors bien entendu, on passe à Clermont-Ferrand. On y va très brièvement du côté de Clermont-Ferrand et encore une fois, on va y repasser lors du Tour de France Femmes. Moi, je voulais vous parler d'un truc qui n'est pas sur le site du Tour de France, c'est l'aventure Michelin. L'aventure Michelin, pourquoi? Parce que les pneus Michelin ont parfois aidé les coureurs du Tour de France, mais que c'est un musée très intéressant pour découvrir l'histoire du pneu, l'histoire de l'entreprise de Clermont-Ferrand au fur et à mesure du temps. Il est juste à côté du stade Michelin du club de rugby de Clermont-Ferrand. Et donc voilà, c'est un lieu très intéressant, un musée où vous pouvez y aller également avec les petits enfants parce qu'il y a pas mal de choses assez interactives. Puis bon, les musées normalement liés à l'automobile, c'est toujours bien pour les enfants. Souvent, voilà, vous pouvez voir des trucs peut-être un peu plus précis que certains autres musées. Un peu plus, comment on dit, j'ai oublié le mot. Enfin voilà, ça permet de voir les choses en vrai, c'est un peu moins abstrait. Voilà. On poursuit avec la grotte du chien qui se situe du côté de Chamalières. Alors à l'intérieur de cette grotte du chien, on retrouve une moffette qui est un puits qui dégage des émanations de dioxyde de carbone. Et ce qui fait qu'en raison de ce phénomène, l'endroit devient très populaire auprès des touristes du 19e siècle. Parce que pour démontrer au public la réalité de ces émanations, à l'époque on était parfois assez brutaux. On y descendait avec un chien qui au bout de quelques minutes titubait car il était asphyxié. On remontait l'animal à l'air libre où il pouvait à nouveau respirer. C'est vrai qu'à l'époque, le bien-être animal, c'était pas la priorité des gens, hein, comme on s'aperçoit. Alors, la grotte n'est plus exploitée commercialement et fermée au public depuis 2004. Voilà, parce que déjà c'était un petit peu dangereux, et puis surtout, on a peut-être un peu, avec ce surtourisme, un peu amoché cette grotte du chien, voilà, du côté de Chamalières. On poursuit du côté de cette étape avec le circuit de Charade, circuit automobile utilisé par le Grand Prix de France de 65 à 72. Alors après, il a été un petit peu délaissé. C'est un circuit qui est extrêmement difficile pour avoir déjà fait des jeux de voiture où il y avait le circuit de Charade. Donc j'avais téléchargé le circuit de Charade. C'est un circuit, c'est le Spa à la française comme on le qualifiait. C'est un circuit qui est extrêmement vallonné, très technique. Alors en plus, c'était à l'époque avec la sécurité des années 70, donc autant vous dire une sécurité qui était proche du néant. Et cette piste, eh bien, va coûter la carrière d'un pilote. Alors aujourd'hui, plus connu en Formule 1 comme responsable de la filière des jeunes talents de chez Red Bull, eh bien oui, parce que à l'époque, Helmut Marko était pilote de Formule 1, il était même bien positionné lors de ce Grand Prix, il était en 6e place. Et puis, un gravillon, parce que le goudron n'était pas forcément en bon état, avec le gel des gels, c'était assez compliqué d'avoir un goudron en parfait état, eh bien, va se loger sous la lunette du casque du pilote autrichien et qui va perdre un œil suite à cet incident. Alors ensuite, on va un peu le délaisser voilà, au fur et à mesure du temps. Le circuit va être pas totalement refait à neuf, même le championnat de France n'ira plus. De moins en moins de grandes compétitions vont aller du côté de Charade. Et puis Guerlain-Chicherit, hein, qu'on connaît notamment du côté du Dakar, eh bien va... Enfin, on a remis à neuf ce circuit, il veut en faire le premier e-circuit de montagne. Voilà. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, je pense circuit pour les compétitions électriques.
Voilà. Et en 98, on a eu le championnat de France qui s'est déroulé à Charades, vainqueur Laurent Jalabert, parce que c'est très vallonné, hein, du côté de Charades, où on aura une côte sur le parcours de l'étape. On a également une basilique du côté de cette journée. La basilique du côté à Orcival, voilà, c'est pas très loin de Saint-Bonnet, près Orcival. Donc c'est une basilique qui date du XIIe siècle. C'est un style roman auvergnat, a été édifié entre 1146 et 1178. Au départ, on avait une église en fait qui était située à l'est du village, qui abritait une statue de la Vierge extrêmement vénérée. Et puis ensuite, eh bien, on a édifié cette basilique en raison du succès grandissant d'un pèlerinage, et Notre-Dame d'Orcival devient le nouveau lieu d'accueil de la célèbre statue, conservée aujourd'hui dans le sanctuaire de l'église, et qui est depuis l'objet d'un pèlerinage annuel le jeudi de l'Ascension. Voilà. Et son implantation au niveau de la statue dans la basilique est telle qu'elle est frappée par un rayon de soleil le 15 août à midi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on y va du côté de cette commune. Et puis il y a également un château du côté de cette ville, le château de Cordès, qui est un château qui date du XIIIe et du XVe siècle avec un style féodal. Alors il appartenait à la famille de Chalut, qui étaient les seigneurs de la région. Et parmi les membres de la famille de Chalut figurait Amblard de Chalut, qui sera baron d'Orcival, seigneur de Cordès et maître des eaux et forêts d'Auvergne. Et le château fut vendu en 1659 à Emmanuel Allègre et son fils Yves de Tourzel, marquis d'Allègre, gouverneur et lieutenant de Metz, fit dessiner en 1685 par Le Nôtre les jardins à la française que vous pouvez retrouver. Et il a servi également comme château de Frankenstein lors du film La Promise avec Sting dans le rôle de Frankenstein en 84. Je pense que c'est un film à voir parce que Sting dans le rôle de Frankenstein, ça doit être quelque chose. Donc comme quoi le film Calmotte n'était pas le premier rôle au cinéma de Sting dans sa carrière. On poursuit du côté de Chambon-sur-Lac, avec j'ai oublié, cette chapelle funéraire, voilà, du côté de Chambon-sur-Lac qui date du Xe siècle, style roman. Elle fut certainement construite par des seigneurs locaux pour leur sépulture, et elle fut longtemps nommée à tort baptistère en raison d'une cuve baptismale en bronze qui fut découverte près des murs. Voilà. Alors, elle est édifiée en pierre de taille et elle est constituée d'une rotonde précédée d'une travée droite à l'est. Elle possède une intéressante décoration très semblable à celle des églises majeures de Basse-Auvergne. Voilà, comme l'église notamment d'Issoire ou l'église de Saint-Nectaire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un lieu intéressant à voir et à observer. On arrive désormais du côté de la ville d'Arrivée, la ville d'Arrivée du Mont d'Or. Mont d'Or, qui n'est pas le lieu où on fabrique le fromage. Hein, vous avez le Mont d'Or, le fromage, mais là, c'est du côté du Doubs, du Jura, je ne sais plus. Et vous avez Mont d'Or, la ville. Aucun rapport entre les deux, même s'il y a quand même pas mal de fromage dans la région. Alors, du côté de Mont d'Or, eh bien, on commence avec le funiculaire. Funiculaire du Mont d'Or, qui date de 1898. Véritable chemin de fer à câble grimpant à flanc de vallée à 1 mètre par seconde. C'est le plus ancien funiculaire électrique de France et sa machinerie est classée au monument historique. La montée dure 10 minutes, dénivelé 250 mètres, donc autant vous dire que si vous avez le vertige, ça va être terrible, comme moi, et le point de vue s'élève sur la vallée de la Dordogne et la Grande Cascade. Voilà, donc c'est un lieu très intéressant du côté de ce chemin de fer. On poursuit du côté de cette commune du Mont d'Or avec les thermes du
Mont d'Or, les thermes qui ont été construits entre 1817 et 1823. La construction des thermes du Mont d'Or a été confiée à l'architecte Louis-Charles Ledru, style néo-byzantin. Ils sont agrandis et modernisés en 1890 par Émile Camus. On va conserver la partie extérieure en augmentant simplement la façade principale de 2 pavillons d'angle et d'un étage supplémentaire. L'intérieur, lui, va être complètement remanié. Alors vous avez une peinture à l'intérieur de Roger Forissier qui date de 1875. Et cette peinture murale a été inaugurée, bien entendu, par le président de la République de l'époque, qui était de la région, Valéry Giscard d'Estaing. Ces thermes sont considérés comme les plus vastes d'Europe. Voilà, du côté de ce lieu. Et puis, bien entendu, on va parler du puits de Sancy, ce puits de Sancy, où vous pouvez vous balader, voilà, avec ces petits chemins de randonnée, qui est le toit du Massif central, 1885 mètres d'altitude. C'est un stratovolcan dont la formation a commencé il y a 5 millions d'années pour se terminer il y a 250 000 ans. Il est au cœur de 3 réserves naturelles nationales. Au pied du puits, la Dore et la Dogne se rencontrent pour donner naissance à la Dordogne. Voilà. Du côté de ce lieu. On va passer à la gastronomie. Autant vous dire qu'à la gastronomie, il y a quand même quelques petites choses intéressantes à manger, bien entendu. Alors du côté de la région, il y a la Ligo, mais il ne faudrait pas oublier la truffade. C'est un petit peu le même principe. La truffade avec des pommes de terre, avec de la tome fraîche, et c'est extrêmement gourmand. Alors il faut savoir que certains restaurants la cuisent au feu de bois. Cette truffade, bien entendu, il faut faire filer le fromage. Alors pas autant que la Ligo, mais quand même, c'est là l'intérêt. Comment on peut avoir quelque chose de mauvais avec des pommes de terre et du fromage? Ça peut forcément être bon. Donc la truffade, c'est très très bon. Alors c'est généreux, hein. C'est sûr que c'est pas à manger en temps de canicule, mais c'est extrêmement bon. Vous avez également du côté d'Eneza le grignotin d'Auvergne. Alors c'est fait par un chocolatier du coin, la maison Mathieu. Alors ces grignotins, ce sont des spécialités à la meringue, amande et noisette qui vont être délicatement caramélisées. C'est une marque déposée et donc seul lui peut les fabriquer. Hein. Donc c'est du côté de Riom qu'il se situe, pas du côté d'Eneza, pardon, du côté de Riom, c'est juste à côté. Hein. Riom, c'est au nord de Clermont-Ferrand, donc du côté de ces grignotins d'Auvergne. Voilà, si vous voulez acheter cette spécialité. Et puis on va passer également du côté de d'autres spécialités, le fromage, bien entendu, avec en premier le Saint-Nectaire. Alors le Saint-Nectaire, c'est un fromage qui est fait dans la micro-région des Monts d'Or. Sa meilleure période de consommation, c'est de septembre à 9h, à novembre, pardon, je vais y arriver, pas à 9h. Et c'est un peu dur le Mont d'Or peut-être, enfin le Saint-Nectaire pardon, à 9h. Reconnu inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Alors au départ c'était un fromage paysan exclusif, fabriqué dans des fermes. Et il fut appelé jusqu'au XVIIe siècle fromage de seigle parce qu'il était affiné sur la paille de cette céréale. Et puis c'est l'onctuosité de la pâte et son goût noisette qui vont faire sa renommée. Il va être introduit à la cour de Louis XIV par le maréchal de France. Et le Saint-Nectaire a eu également les faveurs du roi Soleil. Voilà. Donc Louis XIV qui a adoré ce fromage. Donc c'est une appellation d'origine, donc qui est devenue une AOC et même une AOP aujourd'hui. Donc voilà, c'est une appellation assez importante, c'est du lait cru bien entendu, une transformation qui va prendre quand même un petit peu de temps. Et en 2016, 13 763 tonnes ont été commercialisées du côté du Saint-Nectaire. Voilà. Il y a une maison du Saint-Nectaire à Saint-Nectaire, route de Murol, voilà, qui présente la production de ce fromage. On a également la fourme de Rochefort-Montagne dans la région,
a aussi un autre fromage, cette fourme, voilà, que vous voyez ici à l'écran, qui est donc le chef-lieu de canton du Puy-de-Dôme. Alors, ce n'est pas une appellation protégée. C'est un fromage cylindrique qui fait 7 kg à peu près pour un diamètre de 29 cm. Bien entendu, là, ce n'est pas la tome, enfin la meule complète, on pourrait dire. Alors, cette fourme fermière est utilisée avec du lait cru et entier, empressurisé après la traite. Voilà. Puis la tome est fraisée, salée, mise en forme, affinage de 45 à 60 jours. On serait environ à 120 tonnes par an produites, ce qui est assez modeste, par 4 éleveurs fermiers. Voilà, du côté de ce fromage. Et puis on termine bien entendu du côté du fromage avec la tome fraîche, bien entendu pour faire de la truffade. Notamment, alors la tome fraîche, on l'a fait normalement du côté de l'Aubrac, mais on peut la faire également en Haute-Auvergne et dans la région du Cantal ou encore du Salers. Indication géographique protégée depuis 2023 et en fait c'est un fromage qui permet surtout de faire des recettes comme la truffade, comme la ligo. C'est un fromage, alors je ne sais pas si ça se trouve facilement dans la grande distribution du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais il faut savoir que c'est un fromage qui est assez dur à trouver. Vous savez, quand vous voulez faire de la ligo ou de la truffade par vous-même, c'est pas très compliqué à faire, hein. Bon, la ligo, c'est le geste surtout qu'il faut avoir, mais c'est très dur à trouver de la tome. Il y a vraiment des périodes où vous n'en trouvez absolument pas du côté de ce fromage. Alors c'est un fromage sans affinage, ce qui fait qu'il a une acidité relativement importante. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un fromage qui est très intéressant. Vous pouvez le mettre aussi dans des pâtes fraîches, hein. Par exemple, voilà, on peut l'utiliser dans plein de types de... Pas seulement dans de la ligo et dans de la truffade. Voilà, dans des pizzas également, vous pouvez l'utiliser. Et dans la région, on fabrique même une brioche avec ce fromage. Voilà, donc c'est un fromage très intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à trouver. Voilà, si vous voulez vous faire de la truffade. Pour en avoir déjà galéré à en trouver. Et ben voilà, on a terminé du côté des spécialités locales de la région. Donc on passe à la partie histoire. On va revenir sur le Tour de France et le Tour de France 2023. C'était l'étape numéro 10. À l'époque, on passait par Vulcania en allant à Issoire et on passait par le Mont d'Or. Du côté de cette journée qui traversait les volcans d'Auvergne avec une fournaise. Il faisait 40 degrés, voire plus dans certaines portions de l'étape. C'est la première fois même qu'on a utilisé le mélange eau plus chaud pour stabiliser les routes. Alors l'étape a commencé tambour battant avec beaucoup d'attaques, notamment Vingegaard, le maillot jaune avec Pogačar et Bardet. Même Pogačar se fait un petit peu avoir sur une des attaques de Vingegaard, il met un petit peu de temps à revenir. Mais cette échappée va être reprise grâce au travail de Labora et d'Ineos. C'est à 145 km de l'arrivée. Romain Bardet se retrouve en difficulté à l'arrière du peloton, certainement un coup de chaud, suivi quelques instants plus tard par David Gaudu. Et au sommet du deuxième grimpeur, les leaders français ont 1,35 de retard sur les autres favoris. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était un peu nos chances pour le général qui s'envolait. La bonne échappée va partir enfin à 127 km de l'arrivée. À l'intérieur, on retrouve Bilbao, 11e du général à 7 minutes 37. Vous avez également Chavez, Barguil, Asgreen. Vous avez Nick Schulz, Zimmermann également dans l'Intermarché, Skelmose. Et puis quelques kilomètres après, un groupe de contre va se former avec O'Connor, Anthony Perez, Pedrero et Terrada. Et ils sont rejoints assez vite par Julien Alaphilippe. Alors ce groupe va rester très longtemps en chasse-patate derrière la première attaque. Et à 108 km de l'arrivée, le groupe Bardet-Gaudu retrouve enfin le peloton suite à une accalmie. Et O'Connor lâche ses camarades pour rejoindre le groupe de tête. Et à 86 km de l'arrivée, après presque 40 km de bataille, eh bien le groupe Alaphilippe, donc avec Perez, Pedrero
et Terrada, plus Julien Alaphilippe, va rejoindre enfin l'échappée de tête. À ce moment-là, le retard du peloton est de 2 minutes 50, donc rien n'est fait encore pour la victoire d'étape. Et l'écart va se stabiliser autour des 3 minutes 15. À 32 km de l'arrivée, nouvelle attaque dans le groupe d'échappée avec le laiton Chris Neylands qui va tenter sa chance dans une montée. Derrière, la poursuite s'organise avec Zimmermann, Bilbao, Connor Chavez et Pedrero. Les autres payent leurs efforts du début de journée ou les 40 km en chasse patate. Et au sommet de l'avant-dernière côte de la journée, le coureur de l'équipe Israël possède 40 secondes d'avance sur le groupe de poursuivantes, mais les longues routes plates de la fin de parcours, totalement à découvert, ne vont pas jouer en sa faveur. Il est repris à 3 km de l'arrivée. Et au kilomètre, on va avoir Zimmermann qui va accélérer, suivi par Bilbao. Les deux se sont isolés, mais derrière, ça revient à 250 mètres. Bilbao démarre son sprint et il ne sera jamais rejoint. Et si vous vous souvenez de l'année 2023, forcément, grosse émotion à l'époque pour le coureur espagnol qui venait de perdre Gino Meder, qui était en plus un ami de Pello Bilbao. Et Gino Meder qui venait de se tuer 2 semaines et demie auparavant, ce qui avait vraiment beaucoup touché l'équipe Bahreïn à laquelle il faisait partie, et ce qui va permettre au coureur espagnol également de remonter dans le top 5, car derrière lui le peloton a fini tranquillement cette journée. Le cycliste du jour, c'est un coureur qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Alors il a raté l'étape du Puy-de-Dôme, voilà, il est mort juste avant. C'est Raphaël Gemignani, coureur dans les années 50, pendant l'après-guerre jusqu'en 1960, directeur d'équipe également pendant une vingtaine d'années. La dernière équipe qu'il a dirigée, c'était en 86, et puis homme qui a été consultant également pour les médias. Il a vraiment marqué le cyclisme français. Des années 50, 60 et même après, parce qu'il a été notamment manager de Jacques Anquetil, vainqueur du classement de la montagne à 2 reprises du Tour d'Italie et une fois du Tour de France, vainqueur de 7 étapes sur le Tour de France, deuxième en 51, mais il n'a jamais remporté la course, troisième également en 1958, du côté de ce coureur qui a participé à 20 grands tours dans sa carrière, 12 Tours de France, 5 Giro, 3 Vuelta, 16 classiques également et 15 victoires dans sa carrière, du côté de Raphaël Gemignani, mort donc juste avant l'étape du Puy-de-Dôme, mort si je ne me trompe pas, mort en 2024. Voilà, Raphaël Gemignani qui vraiment a eu une énorme importance dans le cyclisme, voilà, dans les années 50-60. Le 12 juin 2025, donc ce fait qu'il y a un mois, la municipalité de Clermont-Ferrand a attribué le nom de Raphaël Gemignani à une tribune du stade Philippe Marcombe. Voilà, parce que ça a été vraiment un personnage marquant. Moi j'avais vu notamment le dernier reportage qui lui a été consacré lorsqu'on parlait de l'arrivée du Puy-de-Dôme. Je crois qu'il l'a vu, l'arrivée du Puy-de-Dôme, parce que ça devait être 2023, je dois me tromper au niveau des dates. Il a dû voir l'arrivée du Puy-de-Dôme, mais c'est vrai que Gemignani, on en avait beaucoup parlé à ce moment-là, et il avait décrit notamment cette première arrivée du Puy-de-Dôme, où il avait dit que c'était vraiment un véritable calvaire du côté de cette journée, de cette montée vraiment extrêmement difficile. Et il avait remémoré cette étape-là du côté de France 3 Auvergne. La météo prévue du côté de cette étape, eh bien c'est une météo qui va être très intéressante, avec bien du soleil, mais avec des passages nuageux. Plus on se rapproche de l'arrivée, normalement on devrait éviter la pluie. Il y a quelques risques de pluie à partir de 17 h, mais on est sur 20-30% de risque de pluie. Normalement, on devrait éviter la pluie. Température attendue entre 24 et 30 degrés, avec un vent d'ouest. Un vent d'ouest qui sera entre 15 et 30 km/h en début de journée, puis des pics à 40 km/h ensuite. Donc si on regarde la carte, vent d'ouest, vent qui va taper comme ça, donc de face dans cette zone-là.
Et ensuite, de côté, dans le final, il sera de côté également. Et un peu de face dans la descente du col de la Croix Saint-Robert. Voilà, ce vent d'ouest, voilà, du côté des coureurs. Donc faire un petit peu attention dans la descente parce que le vent de côté, ça peut vraiment vous modifier énormément les trajectoires. Du côté de la stratégie, moi je pense qu'on aura du monde dans l'échappée avec cette étape. Moi je verrais bien 2 courses en une du côté de cette journée, c'est-à-dire une course entre les coureurs de l'échappée, une course entre les leaders du classement général. Il faudra voir quand même si les leaders du classement général n'attendent pas les Pyrénées. Tout dépendra de la fraîcheur au départ de cette journée de course. Et est-ce que certains coureurs tenteront de mettre en difficulté certains leaders ou certains adversaires pour eux au classement général? Il faudra prendre en compte que cette prolongation d'un jour de cette première semaine n'est pas évidente et plus difficile pour les équipiers également. Donc il faudra voir comment tout le monde récupère. Moi, je pense vraiment à une échappée. Je pense qu'elle aura suffisamment de temps pour se former, voilà, et prendre de l'avance. Mes favoris, je tente donc Nelson Poles. Pour moi, le coureur de AF, c'est une belle opportunité pour lui, cette étape. Sur des montées qui ne sont pas trop longues, il peut être très intéressant. Je tente Arensman. Il a perdu beaucoup de temps depuis le début de course, Arensman. Mais du côté d'Ineos, on part quand même beaucoup plus à l'attaque. Je me dis que pourquoi pas du côté du coureur néerlandais. Et puis j'ai mis Lenny Martinez sur des petites montées comme ça. Ça peut être un coureur très dangereux. Mais il ne devra pas se mettre tout le monde à dos dans l'échappée non plus, Lenny Martinez. Il faudra faire attention à ça. Grosse cote, Clément Berthet. Oui, du côté de la Décathlon AG2R. Pourquoi je le mets en grosse cote? C'est un terrain qui lui convient. Ça ne serait pas forcément le coureur le plus surveillé dans une échappée. Mais je ne sais pas si on va lui permettre de prendre l'échappée ou si on ne voudra pas qu'il reste autour de Félix Gall. Du côté du programme télé, départ fictif à 13h10, un départ fictif qui va durer 15 minutes. Le passage à Volvic à 138 km de l'arrivée entre 14h01 et 14h05. Le côte de la Baraque en deuxième catégorie à 111 km de l'arrivée entre 14h44 et 14h53. La côte de Berzé, catégorie 2, 87 km de l'arrivée entre 15h19 et 15h33. Col de Guéry à 50 km de l'arrivée, col de deuxième catégorie entre 16h12 et 16h32 pour une arrivée prévue entre 17h25 et 17h53. Arrivée un petit peu plus tardif, pourquoi? Parce que l'étape part après le défilé du 14 juillet. Donc forcément ça fait un départ un petit peu plus tardif, ce qui n'est pas plus mal parce que pour moi on peut facilement arriver à 18h sur ce genre de journée, ça ne pose aucun problème avec la luminosité encore que l'on a dans ce 14 juillet. Eh bien nous on se retrouvera le soir pour faire le débrief de cette étape. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Et je m'excuse, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de revenir sur le plein écran. Voilà, je vous ai laissé sur l'écran de la météo. Voilà, petite erreur de ma part. Allez, nous, on se retrouve ce soir pour faire le débrief. Et puis mercredi matin pour faire la présentation de l'étape de Toulouse qui pourrait être très spectaculaire. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.